On va commencer par faire déjà un petit tour de table. Donc, je vais passer le micro. Tiens, Cyprien. Bah non, je vais quand même pas commencer. Bon, allez. Bon, bah, je commence du coup. Je m'appelle Camille, je travaille chez JobTeaser depuis 4 ans et demi. Quand je suis rentrée, je développais les partenariats avec les universités, donc rien à voir avec le marketing, puisqu'il n'y avait pas vraiment de pôle marketing. Et 4 ans et demi plus tard, on est 180, donc avec une équipe marketing de 15 personnes, et je suis responsable de tout le marketing B2B. Bonjour, moi je m'appelle Béatrice, je suis chez ManoMano depuis 3 ans. J'ai rejoint l'aventure pour monter l'équipe communication, qui est aujourd'hui l'équipe marketing brand communication. Et on est passé de 0, enfin moi, à 30 personnes. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis ex-Michel et Augustin pendant une durée approximative de 5 ans et 3 jours. J'ai ensuite rejoint un merveilleux pôle d'innovation social media chez Chanel que j'ai dirigé pendant 2 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis donc à mon compte et je lance ma start-up. Et Michel et Augustin, pour la partie scale-up, j'y suis arrivée, on était 25, je suis repartie, on était 120. Et je suis Cyprien, bonsoir, je suis Head of Acquisition chez Drivey. J'y suis depuis 3 ans. Pour donner les chiffres de croissance, on était 50, on est 150, donc on a fait x3, avec une équipe marketing qui est passée de 5 personnes en gros à une trentaine de personnes. Merci à tous. Je me présente aussi. Donc moi, je m'appelle Joanne et je suis CMO de Food Cherry et anciennement CMO de Dignition. Alors, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La question qui se pose quand on est dans une scale-up, c'est comment on va structurer son équipe. Parce que forcément, avec les enjeux de croissance, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de plus d'expertise. Et du coup, c'est un peu là-dessus qu'on voulait avoir votre avis et que vous nous racontiez comment ça s'est passé dans vos entreprises pour se structurer. Peut-être on peut commencer par Béatrice. Tu nous disais, vous êtes aujourd'hui plus de 400, dont 30 dans ton équipe. Tu peux nous raconter comment ça fonctionne chez ManoMano ? Comment on a scalé ? Au début, on a été hyper pragmatique. Hein. On a fait avec ce qu'on pouvait, on bricolait, et puis on grandissait. On a commencé par recruter des profils assez couteaux suisses, très malins, très curieux, qui ont fait des merveilles. Et puis petit à petit, on a eu besoin de se spécialiser et d'acquérir plus d'expertise. Donc la première étape, ça a été... alors moi, j'ai la chance d'avoir une équipe internationale, donc on a 5 pays au sein de mon équipe, et donc plusieurs personnes par pays. Le parti pris, ça a été de se dire, sur chacun des pays, j'ai un expert d'un sujet, d'un levier, qui va former tous les autres pays et créer une dynamique pays comme ça. Donc chaque pays... gérer son sujet pays, plus était le garant d'une expertise pointue sur chacun des leviers. Et donc ça a créé une dynamique qui nous a permis une montée en puissance sur toutes les choses qu'on faisait. Et parallèlement, évidemment, on poussait énormément l'auto-formation, le networking, rencontrer des gens, etc. Et puis l'étape d'après, ça a été de créer des équipes d'experts, après des experts au sein des équipes qui circulaient, créer des équipes d'experts qui nourrissaient toutes les autres équipes. Donc ça nous a permis de grandir vite et d'aller très vite sur une montée en puissance sur l'expertise. Et tu peux nous dire spécifiquement en marketing, du coup, les experts, c'était des experts de quoi ? Alors, j'aurais dû préciser, le marketing chez nous, c'est un vaste sujet, il y a plein d'équipes marketing. La partie marketing que moi je traite, c'est tout ce qui est connaissance client et consommateur et synchronisation de tous les pays. Donc les expertises dont je parlais, c'était plutôt des expertises de communication et de brand, qui allaient de l'influence aux réseaux sociaux, aux partenariats, aux médias, et aussi à la production de contenu. D'accord, ok, très clair. Peut-être tu veux nous expliquer chez JobTeaser, Camille, comment ça marche ? Vous avez une organisation matricielle, je crois, maintenant ? Oui, tout à fait. En fait, comment on a grandi ? Déjà, quand je suis arrivée, comme on était vraiment à l'étape start-up, je faisais un peu tout. Donc, dans l'équipe, je faisais du business development, du key account management, le customer success, même de l'aide à l'intégration technique, vraiment le couteau suisse dans les partenariats écoles. Et la 5e ligne de ma mission, c'était de commencer le marketing. En fait, ça m'a permis d'avoir vraiment une vision de terrain et de bien connaître la cible du coup que j'adressais. Et au fur et à mesure, comme on a grandi assez rapidement, les équipes se sont structurées et du coup, on a créé autant d'équipes expertes que de métiers avec des business développeurs dédiés, des key account managers et évidemment la partie marketing.
comme on a aussi continué à grandir, après, il a fallu se spécialiser. Donc au début, on avait vraiment des profils qui étaient vraiment touche à tout. Il fallait pouvoir, en un mois, faire un événement, faire le programme de newsletter, inviter nos clients à un événement externe, etc. Puis il a fallu vraiment se spécialiser et du coup, on a recruté une équipe d'experts. Sur le marketing B2B, ça va être expert contenu, expert marketing automation, expert événementiel, et ils viennent du coup alimenter effectivement la roadmap pour chacune de nos cibles, parce que la particularité de Job Teaser au B2B, c'est qu'on adresse vraiment deux cibles, à la fois les entreprises, mais aussi des établissements, et du coup nos experts viennent alimenter ces cibles-là. Donc vraiment, en fait, on a des profils qui sont touche à tout, entre guillemets, assez généraux qui orchestrent toutes les roadmaps marketing et des profils vraiment experts qui viennent sur des missions données alimenter cette roadmap. Juste pour finir, après quand on a continué à grandir, on s'est internationalisé et du coup on a localisé nos équipes. On a recruté ensuite des profils dans les pays. On a aujourd'hui une personne en Espagne, en Allemagne, au UK, qui vont faire des actions locales maintenant dans les pays en propre. Voilà. Très clair. Peut-être Cyprien, tu veux nous raconter comment ça se passe chez Drivey. Vous êtes aussi structuré par expertise, je crois. Alors, en fait, c'est plutôt, la phase de début, c'est globalement la même pour toutes les startups. On commence par des gens qui sont en sortie d'école, qui sont très brillants, qui sont touche à tout. Chez nous, l'intégralité de l'équipe marketing faisait du SQL, ce n'est pas forcément le cas partout. Et du coup, petit à petit, en fait, c'est plus un remplacement qu'une adjonction d'experts. En fait, les équipes se sont structurées avec une équipe acquisition qui est celle dont je m'occupe, qui s'est vraiment structurée, qui n'est pas forcément structurée avec plus de monde, mais plus d'expertise. On va, au lieu de prendre des gens qui sont formés sur le tas, on prend des gens qui ont de l'expérience. Une équipe branding, là, qui s'est construite complètement, avec un directeur de la brand qui est arrivé avec 10 ans d'expérience, qui a travaillé dans 10 pays, qui a déjà vraiment une grosse expertise. Et les profils couteau suisse, en fait, ont petit à petit disparu pour laisser la place aux experts. Disparu. Enfin, tu veux dire qu'ils sont partis par oui, eux-mêmes ? Oui, voilà. Non, évidemment, il n'y a pas de danger, pas de risque. D'accord, très clair. Et Charlotte, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé chez Michel Augustin ? Alors nous, on n'était pas tous brillants et on sortait pas tous d'école de commerce. Justement, on essayait d'éviter le clonage. Comment ça s'est passé? Pour ajouter peut-être en savoir par rapport à ce qui s'est dit, parce que c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai remplacé une stagiaire quand je suis arrivée, donc c'était assez magique. Et on restait agile aussi, il ne faut pas se mentir, en ayant à la fois des profils qui restaient, quoi, en gros des CDI, et puis pas mal aussi quand même de forces stagiaires, et pas d'alternants, mais de stagiaires qui se renouvelaient sur certains postes. C'est hyper important, et puis ton stagiaire, ça peut être un talent que tu fais ensuite grandir. Donc je pense qu'il faut garder aussi sur certaines fonctions cette capacité à tester et absorber des personnes qui derrière font leurs preuves et qui peuvent apporter beaucoup de valeur à la boîte. Mais moi, j'ai pris donc un poste aussi multicasquette. J'étais responsable des partenariats, réseaux sociaux et relations clients. Et puis progressivement, en fait, comme tout le contenu qu'on faisait vivre autour de l'aventure est devenu le fuel quotidien de nos différents médias, qui étaient la feuille de bananier, donc la newsletter, le site internet, les réseaux sociaux, les packaging, les catalogues même de la force de vente, vraiment, hein, tout ce qu'on produisait au quotidien infusait l'ensemble des médias de la boîte. J'ai monté ce pôle, ce studio de création. Et là-dessus, je salue vraiment Augustin et les futurs patrons de boîte pour dire laisser de la flexibilité aux équipes et laisser les gens qui ont un vrai talent s'installer dans ces talents-là et prouver qu'ils en ont, et donc leur donner quelque part aussi beaucoup de flexibilité. D'accord, parce que quand tu dis ça, c'est lui qui vous a laissé faire, t'as proposé le studio et il a dit ok, on y va. En fait, ouais, alors j'ai pris la relation client, les partenariats, les réseaux sociaux. J'ai structuré la relation client. Ensuite, j'ai mis une jeune fille qui s'en occupait très bien. J'ai délégué en structurant avec un certain système de process la relation client. Les partenariats ont été repris au moment où c'était vraiment en forte croissance par mon patron, mon collègue événementiel. Et donc moi, j'ai vraiment conservé les réseaux sociaux, mais l'ensemble des autres médias aussi, ça se sait, peut-être voit moins, mais la feuille de bananier, les différents prints qu'on pouvait faire.
Et en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc c'est absolument fabuleux. Il t'a laissé la liberté du voilà. coup de créer. Non, et donc Augustin, en fait, au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, il m'a dit tu dois te comporter comme une journaliste, une JRI, journaliste reporter d'image. Donc il est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a dit alors elle a quoi une journaliste pour raconter la vie d'une aventure, quoi. Enfin l'aventure d'une vie. Et un appareil photo. Donc j'ai acheté un appareil photo, j'ai commencé à shooter du contenu. Et puis en fait tout s'est fait de manière hyper naturelle, hyper simple. Je crois que c'est pour ça qu'il faut laisser les gens s'exprimer là où ils sont bons. Et ça peut passer par des trucs totalement lunaires. Si quelqu'un vous dit la prochaine réunion, il n'y a pas de slide et c'est un dessinateur qui débarque, je pense qu'il faut le laisser faire. Ouais, donc c'est intéressant, en fait, toi, dans ton modèle, c'est des gens qui sont partis parfois de stages et qui sont montés, alors que dans le modèle de Cyprien, c'était plus des gens vraiment experts d'une dizaine d'années qui ont rejoint l'équipe. Donc pour les questions-réponses, on laissera 10 minutes à la fin, mais si vous aurez sûrement des questions là-dessus, je pense. On va passer à l'international, c'est toujours lié à ça. En fait, toutes les startups qui grandissent très vite, vont en général à l'international et assez vite. Et là-dessus, il y a plein d'approches différentes qui sont souvent malheureuses. Du coup, j'aurais aimé avoir votre retour d'expérience là-dessus pour tous ceux qui sont partis international. Comment vous l'avez fait en interne? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, avec du recul, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché? Je commence? Ouais. Nous, l'aventure internationale commence je pense il y a environ 3 ans maintenant. On a fait une levée de fonds justement de 15 millions d'euros pour recruter des équipes et ouvrir des bureaux dans plusieurs pays. On a actuellement un bureau au UK, en Allemagne et en Espagne. Comment on a fonctionné? En fait, l'objectif de l'internationalisation, c'était de surtout pas perdre notre ADN, nos valeurs, notre culture. Et c'est le risque, du coup, quand on embauche et qu'on va directement recruter dans les pays. Du coup, on a recruté d'abord une équipe locale. Donc, les business développeurs qui nous ont rejoints étaient implantés à Paris et faisaient beaucoup d'allers-retours. Bon, vous me direz, au bout de 2-3 mois, c'est pas forcément évident parce qu'ils étaient crevés à la fin des rendez-vous et en plus de se déplacer tout le temps. Mais une fois qu'on était vraiment sûr qu'ils avaient bien intégré toutes nos cultures, tous nos messages, tout ce qu'on voulait faire passer, en fait, on a ouvert seulement le bureau dans le pays. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, ce côté déjà formation sur place avant d'ouvrir les pays. Attends, je t'arrête. C'est les mêmes personnes qui sont parties, du coup, s'installer dans les pays que tu vois? Il y en a eu plusieurs, effectivement, qui se sont installés dans les pays. Ça a vraiment dépendu des profils. On a après recruté directement dans le pays. Mais effectivement, les premiers profils vivaient à Paris en semaine et retournaient chez eux le week-end s'ils étaient allemands ou espagnols, par exemple. On a suivi le même chemin pour le marketing, c'est assez récent, mais depuis 1 an, on a même des équipes marketing locales, du coup, qui travaillent en Espagne, en Allemagne et en Italie. Et là, tout l'enjeu, du coup, c'est de se synchroniser et au niveau pays, puisque les actions qu'on met en place ne sont pas forcément les mêmes entre la France, entre l'Espagne, entre l'Allemagne. Il y a quand même des spécificités qu'il faut avoir en compte. Et tout notre enjeu au quotidien, c'est de bien leur fournir tout ce que nous on fait, toutes les campagnes qu'on met en place en France, mais leur laisser la marge de manœuvre aussi nécessaire pour qu'eux puissent l'adapter, puissent la localiser et ajouter un peu leur touche pays, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu le... Enfin, Béatrice, je vais te laisser la parole, mais c'est un peu notre différence où nous, du coup, on a vraiment implémenté du coup, des équipes locales dans les pays, contrairement à toi. Ça fait une bonne transition. Ouais, super transition, merci. Oui, nous, on a fait le choix de maintenir toutes les équipes à Paris. On est tous ensemble, et vraiment, j'insiste, pour nous, c'est super important. Effectivement, le point d'entrée, c'était de se dire, on veut partager la même culture, on veut partager la même vision, et on veut la respirer ensemble. Ça veut dire être à côté, quand on boit le café, on est ensemble. Et donc, on a toutes nos équipes pays à Paris. Après, on a vraiment à cœur la localisation et l'adaptation pour chacun des pays. Et donc, toutes les équipes pays au sein de Mano Mano sont des natifs. Des gens qui non seulement sont nés là-bas, ont vécu là-bas, maîtrisent parfaitement toutes les subtilités de la culture, de la langue, de l'humour, du marché, etc. Donc, et il y a des déplacements. En revanche, on est tous là et on a mis en place une logique de test. Donc chaque pays teste un certain nombre de choses et les tests réussis sont après diffusés sur les autres pays. Et ça, c'est
des gros tests, des petits tests, et c'est quotidien. Quotidiennement, il y a une dynamique pays où on apprend les uns des autres en se laissant chacun son espace pour pouvoir être particulier, parce que chaque pays a ses enjeux particuliers, mais avec cette vision quand même de dynamique commune et de valeur, avec l'importance de tout ce qui est communication informelle, qui est très importante. Et j'allais dire, Béatrice, t'as un exemple de test, de petits tests ou de gros tests qu'un pays a mis en place Oui, par exemple, pour nous, l'aspect communautaire est extrêmement important. C'est vraiment lié au vertical du bricolage. Un des derniers tests qu'on a fait, on a eu des problématiques avec les réseaux sociaux et notamment Facebook qui change beaucoup son algorithme et qui du coup challenge nos stratégies. Et il y a un test qui a été commencé, un petit test comme ça de groupe fermé. Sur Facebook, donc on ne peut pas y entrer si on n'autorise pas les gens, ce qui est quand même un peu bizarre puisque nous on cherche à faire du reach, à toucher le plus de personnes possible, et là on a fermé un groupe. Et en fait ça a extrêmement bien marché, et il y a une communauté qui a pris corps, qui a énormément échangé, et ça a été, on a été totalement surpris par ce test-là qui était fait en Italie, et là du coup on l'a dupliqué sur tous les pays, et ça fonctionne hyper bien. On a créé vraiment un mouvement d'entraide assez impressionnant. D'accord, hyper intéressant. Et Charlotte, est-ce que tu peux nous raconter, toi, sur la partie content, social media, comment ça se passait entre les pays? Parce que vous êtes partis aux États-Unis notamment. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez géré l'internationalisation de ton point de vue? Alors en effet, on a ouvert une bananeraie à New York. Comment ça s'est passé? Nous, on a envoyé Antoine, qui était notre export manager à la base et qui est donc allé développer le marché. Comment est-ce que lui, il a fait au début? Donc il a pris dans un espace de coworking une mini bananeraie de 12 mètres carrés dans laquelle il recevait l'ensemble du stock et dans laquelle son téléphone ne sonnait jamais. Et ensuite, tout doucement, on a dupliqué nos médias. C'est-à-dire qu'on a reproduit ce qu'on faisait très bien en France, aux États-Unis. Un des premiers médias, Michel et Augustin, c'est quand même la bananeraie. C'est un peu le cœur névralgique de la boîte et de ses aventures. Donc, on a reproduit une bananeraie dans un quartier qui est similaire à Boulogne, on va dire, qui est Gowanus, donc au sud-est de Manhattan. Et dans cette bananeraie, on a commencé à y faire des événements. Et à travers ces événements communautaires plus restreints, on a commencé à animer une communauté d'abord d'expatriés, et puis bouche à oreille se déclenchant, un peu plus large, et ainsi de suite. Et puis à Paris, on a conservé donc les réseaux sociaux, la newsletter, et on a commencé en effet à décliner certains contenus, mais pas tous. À la base, on n'avait pas vraiment les ressources pour se permettre de tout décliner, donc ça passait surtout par de la traduction de l'ensemble des médias qu'on dupliquait entre la France et les US. Et puis après, on a fait un gros coup médiatique avec aller au bar d'un café, où on est allé rencontrer le CEO de Starbucks en moins de 48 heures. Et après, c'est par ce biais de gros coups, de grosses opérations voilà, sympas qu'on a réussi aussi à se faire connaître aux US, puisque ça a fait pas mal de bruit, et notamment aux US. Et en termes d'équipe, du coup? Alors en termes d'équipe, donc vraiment, ça restait tout central. Et Antoine, localement, il est resté longtemps assez seul. Et puis on envoyait des trublions de la bananeraie de Paris qui avait ses savoir-faire aussi, force de vente et prête à vendre, c'est-à-dire tout le mobilier qui va avec, commencer à prospecter donc, sur Manhattan. Et c'est ces équipes-là qui ont voyagé sur des durées assez longues aux États-Unis. Et puis tout doucement, ils ont commencé à recruter, et notamment recruter un CEO qui avait une meilleure connaissance notamment aussi de la distribution locale, etc. Mais on s'est vraiment reposé sur les ressources parisiennes et françaises au début. Et on va voir un dernier modèle, celui de Cyprien chez Drivey. Vous avez des équipes détachées, je crois, à ce que tu disais. Ouais. Oui, en fait, on a un peu la même organisation que chez JobTeaser, nous, dans tous nos pays. Bon, comme chez JobTeaser, en l'occurrence, l'Espagne, l'Allemagne et le UK, on a une équipe qui est là. Et en fait, nous, on s'est posé la question au lancement de ces pays. En fait, il y a deux dimensions pour faire ce choix. Il y a une dimension qui est que le business est local, éminemment local, ou est-ce que ce qu'on a à vendre est connu ou pas connu. Nous, notre business est éminemment local, on est dans les villes, et le concept à l'époque de location de voitures en particulier était absolument pas connu et nécessitait beaucoup de RP, qui était quelque chose sur lequel le succès de Drivey s'était fondé en France. Du coup, c'était d'emblée, on avait besoin d'une équipe locale avec un country manager et notamment des RP. À cette époque-là, au lancement des pays, il n'y avait pas de marketing à proprement parler dans les pays. On avait une équipe marketing en France qui faisait en fait le marketing de la France et ensuite qui était décliné dans les pays. Et on a eu un gros changement d'organisation il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui ne s'est pas fait sans heurts d'ailleurs, où on a créé une équipe globale et des équipes locales.
Et à ce moment-là, on a même créé une équipe locale Marketing France qui est pas située exactement au même endroit dans nos locaux et qui sont donc indépendants. Voilà. Et on s'est mis à développer réellement le marketing dans les pays, notamment pour tout ce qui est achat d'espace pour des campagnes d'auto-home, des choses comme ça, donc vraiment créer des expertises locales. C'est vrai qu'après, ça pose des questions de garder une culture qui soit commune, de créer des synergies aussi, parce que si chacun fait quelque chose dans son coin, bah, forcément on est beaucoup moins efficace. Donc ça, c'est le rôle du global, en tout cas de créer des synergies, de donner une stratégie qui est ensuite adaptée dans les pays et de faire en sorte qu'on crée des synergies. On fait exactement comme Mano Mano, où certains vont partir sur des tests et chacun des pays va tester des choses de son côté qui seront ensuite répliquées en cas de succès dans les autres pays, pour essayer de aussi donner un peu un sens de l'ownership au niveau du global au pays. Et pour garder la culture, en fait ça existait déjà depuis très longtemps chez Drivey. On a tous les 3 mois un event qui s'appelle le All Hands, où toutes les équipes pays viennent au headquarter. Il y a une présentation de 3 heures avec tous les directeurs, on donne tous les chiffres, la transparence est quelque chose de super important chez Drivey. C'est suivi d'une énorme soirée évidemment, tout le monde rentre dans son pays après, et ensuite nous, le global, on va régulièrement dans les pays pour aller parler de la stratégie, s'assurer que tout est bien suivi, et les country managers viennent au moins une fois par mois, et leurs équipes au moins une fois par mois. Donc en fait il y a énormément de déplacements qui se font, et c'est comme ça qu'on arrive à garder à la fois une culture et une efficacité dans notre organisation. Je rebondis parce qu'en fait, tout le monde est à Paris chez nous, mais on a quand même une structure globale locale. C'est-à-dire qu'on a quand même eu nécessité de créer une structure globale qui donnait des guidelines, qui fournissait du matériel, qui prenait en charge certains coûts pour mutualiser les coûts et après l'envoyer au local. Donc même si géographiquement on est ensemble, on a quand même cette structure globale locale. D'accord, hyper intéressant. Il y a justement par rapport à ce que tu disais, Béatrice, pour rebondir là-dessus, la dernière problématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était le branding, l'identité de marque. En fait, souvent, quand les startups grandissent très vite, au début, le branding, l'identité, c'est fait la plupart du temps c'est pas vraiment la priorité. Et il y a un moment donné où se pose la question d'avoir une marque plus reconnaissable, plus forte. Béatrice, vous avez changé de nom, vous avez changé récemment d'identité. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez fait ce choix-là déjà, et avec un peu de recul ou le petit recul que tu as dessus, qu'est-ce que vous en avez appris? Alors oui, moi je suis arrivée, pour l'anecdote, je ne peux pas m'en empêcher, je suis arrivée, on s'appelait Mon Échelle. On allait se déployer à l'international, on a compris que Mon Échelle, c'était pas forcément le plus vendeur, donc on avait choisi de s'appeler Mano Mano, et donc moi je suis arrivée et on m'a dit, dans 2 jours, on change de nom, donc fais le plan de com. Ok, donc j'ai trouvé ça assez... j'étais dans le jus tout de suite. Donc pourquoi changement de nom? Vraiment, c'était une problématique très pragmatique. On se lançait à l'international, on ne pouvait pas garder Mon Échelle. Et puis après, on a fait le logo Mano Mano sur véridique, sur une ressource en interne qui a fait ça sur un coin de table en une demi-heure. On a trouvé ça sympa. Bam, on avait notre logo et on ne se posait pas beaucoup plus de questions que ça. Et à vrai dire, au début, la communication, la marque, c'était quelque chose de très tactique pour nous. C'était un peu secondaire, entre guillemets. On devait scaler avec des leviers de perf, et la brand, c'était pas du tout notre sujet. On faisait des RP pour avoir des backlinks, pour faire une strat de SEO, on faisait du contenu pour avoir du SEO, et les problématiques de perception, de positionnement, ça nous passait bien au-dessus. En revanche, il y a quelque chose qui a toujours été clair depuis le début, c'était nos valeurs, notre personnalité, le ton qu'on souhaitait adopter, la posture qu'on souhaitait adopter. Et donc ça, c'est quand même hyper fondamental et structurant, et ça, c'était là depuis le départ, même si on n'avait pas forcément travaillé, c'était là. Et puis, voilà, on a grandi, on a évolué, et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que... on pouvait gagner beaucoup plus en travaillant notre marque, notre communication de façon plus stratégique que tactique,
que c'était une façon de construire une barrière à l'entrée. Et que c'était le bon moment pour nous. Nos concurrents qui étaient assez endormis ont commencé à se réveiller, ont commencé à avoir une certaine taille. Il y avait tout un contexte qui faisait que c'était le bon moment, c'était maintenant. Et puis aussi, on voulait affirmer un peu plus un positionnement. On voulait que notre logo, on en avait mesuré les faiblesses, on voulait qu'il reflète un peu plus ce qu'on voulait crier haut et fort. Donc du coup, on a commencé un long travail de refonte de l'identité avec une plateforme de marque qui finalement elle est assez vite puisque les bases étaient déjà là. Et puis après des mois et des mois et des mois sur ce logo qu'on avait fait en une demi-heure sur un coin de table il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, pour arriver au logo qu'on a actuellement. Et on pensait qu'on le ferait beaucoup plus vite. Ouais, donc le learning, ce sont des choses qui paraissent simples, évidentes, mais qui sont très longue, qui demande un temps de maturation énorme. Alors le temps presse, mais il y a quand même une dernière personne que j'aimerais faire parler, c'est Charlotte sur ce sujet, parce que vous, en fait, chez Michel Augustin, vous n'avez jamais eu à refondre complètement votre branding. Vous avez quand même eu des éléments dès le départ qui ont bien marché. Est-ce que tu peux juste nous raconter en quelques secondes? Alors en effet, si vous allez là tout de suite sur Google et que vous faites Michel et Augustin images, vous allez avoir la joie de découvrir plein de logos différents. Je crois que celui qui est le plus en haut quand même est le plus récent, donc ouf, on a réussi, parce que je peux vous dire que on a galéré pour le faire remonter, le dernier. Donc c'est bien un petit craft avec les 2 petits personnages, Michel et Augustin, et la petite baseline, les trublions du goût. Donc ça, typiquement, moi, de ma période chez Michel et Augustin, il n'a pas bougé. Il venait de bouger quand je suis arrivée. Et en gros, c'était du relifting. Hein. On travaillait les contours, les jeux d'ombre, mais c'était certainement pas enlever la fleur dans la bouche de Michel et la toque à Augustin, ni le fouet. Enfin, il faut pas toucher aux éléments fondateurs. Et vraiment, je crois que ça, je le répéterai et je l'applique même dans mon quotidien. Ne pas toucher aux éléments fondateurs. Et ça allait même jusqu'à la police, qui était la police Skippy Sharp, qu'on n'a jamais touchée, qui était celle qu'on voyait sur nos tabliers, dans notre feuille de bananier, la newsletter, sur le site internet, enfin, sur l'ensemble de nos médias. Donc je pense qu'il faut... le branding, c'est de la répétition, et il ne faut pas en avoir peur de se dire, mon Dieu, mais les gens, en fait, il faut bien se dire que vous allez la manger, la marque, mais les autres en face, moins que vous, quand même. Donc ça aide. Et après, vous avez plein d'autres leviers pour jouer. Et vous avez plein d'autres leviers pour, si vous avez vraiment envie d'innover sur quelque chose, faites-le avec une édition limitée, faites-le sur d'autres assets. Nous, on se marrait énormément avec nos packaging. Les packaging, on faisait, là pour le coup, on s'amusait à twister un peu le logo, à twister les matières des packs, à twister les contenus. Mais en revanche, on était hyper solide sur nos fondamentaux. Ça faisait partie d'une bible graphique et d'une charte éditoriale, puisque même les mots comptaient. On disait très très bon, mais on disait pas très bon. On disait pas cool, on disait chouette. Bref, tous ces petits mots-clés permanents font partie du branding et pour le coup ne doivent pas bouger. Et ça avait été pensé en interne? Tout avait été pensé en interne et on en parlait donc tout à l'heure, même au niveau de la refonte et du relifting, c'était du travail interne. On a très difficilement, et je le dis de manière un peu officielle, réussi à travailler avec des agences. Voilà. Ok, bah super clair. Merci beaucoup.